Merci Christian. Est-ce qu'il y a des réactions parmi le public? Le franco-provençal, comme vous le savez, il est situé en France entre deux langues, l'occitan au sud et la langue d'oïl ou les langues d'oïl et le français au nord. Et c'est surtout bien sûr le français qui a influencé le franco-provençal. Donc je vais travailler sur la limite avec l'occitan, mais même ici, il y a surtout l'influence du français qu'on trouve. Et c'est dans cette région qui n'existe plus dans ces dimensions-là, c'est la région Rhône-Alpes. Maintenant, il y a l'Auvergne qui fait partie de la nouvelle région, mais c'est cette limite entre le franco-provençal et l'occitan en Rhône-Alpes que j'étudie ici. Je mettrai l'accent sur cette limite. Donc, mes données viennent de l'Atlas linguistique de la France qui a été élaboré par Jules Gilliéran et Edmond et surtout de la dialectométrisation par Hans Goebel de cet atlas linguistique. Donc, je vais présenter la dialectométrisation, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette analyse de données de masse. Aussi, quelques données viennent de l'atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais par Pierre Gadette. Il y a des cartes par Gadette lui-même que je vais présenter. Donc, les analyses traditionnelles des atlas linguistiques sont surtout des analyses phonétiques. Donc, on veut découvrir les lois phonétiques des parlers locaux. Et il y a bien sûr aussi beaucoup d'analyses lexicales. Donc, on étudie la présence de lexèmes différents et leur étymologie, mais il y a peu d'analyses morphologiques et syntaxiques. On peut changer ça. Il y a les données dans les atlas, parfois, surtout dans l'atlas linguistique de la France, il y a des données morphologiques, bien sûr, mais aussi des données syntaxiques qui sont un petit peu cachées, mais ce n'est pas le sujet de ma présentation aujourd'hui. Ici, une analyse traditionnelle, une analyse lexicale du mot pour dire l'abeille. Donc, c'est une analyse très connue que Gilliéran a écrit un livre sur cette question. C'est juste pour évoquer les analyses traditionnelles. La dialectométrie. Ce terme a été introduit par Jean Ségui. C'est une idée conçue pour l'analyse de l'atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne. Et Hans Goebel, qui est le grand maître de la dialectométrie de Salzbourg, il a présenté une analyse dialectométrique de l'atlas linguistique de la France. Et cette analyse de données de masse sert surtout à la délimitation d'aires linguistiques, donc de limites dialectales, et à la découverte de zones de compromis ou de brassage linguistique à partir d'un maximum de données d'un atlas, et non seulement en raison d'un nombre réduit d'isoglosses. Donc on a vraiment presque toutes les données contenues dans un atlas et on peut étudier la situation de contact, les effets du contact linguistique par les cartes dialectométriques. Ici, une carte dialectométrique qui donne les aires qu'on peut trouver dans l'atlas linguistique. Ça donne bien sûr des aires très connues par la dialectologie classique, les limites dialectales des dialectes, bien sûr, des variétés, ici par exemple de l'occitan, ici l'aire franco-provençale, comparé avec une analyse en isoglosse qui est déjà ancienne, qui
date de 1919 de Rosenqvist. Maintenant, je vais partir de ces analyses pour revenir à la fin à ces analyses dialectométriques, mais je vais présenter les systèmes phonologiques du franco-provençal d'abord, le consonantisme. Donc les variétés franco-provençales sont extrêmement diverses et il n'y a jamais existé un centre directeur servant de point de départ pour élaborer un standard. On va revenir sur cette question, je pense, à la fin de la journée avec la table ronde. Et pour comparer et mieux mesurer l'ampleur des changements dus au contact des langues, il est cependant utile de fixer un point de départ hypothétique. Il n'y a pas vraiment un franco-provençal standard, un franco-provençal pur, ou ça n'existe pas, mais j'essaie de trouver une sorte de franco-provençal moyen pour mieux répondre à ma question de contact des langues. Donc, j'ai établi ce franco-provençal moyen par la comparaison de variétés qui ont connu un contact des langues moins intensif. Il y a toujours un contact des langues presque partout, et le franco-provençal est vraiment prédestiné à un contact avec une langue ou des langues. Mais j'ai essayé ou j'ai utilisé les variétés, les parlers qui ont subi moins de contacts de langue. Et donc, ils ont ainsi conservé des évolutions phonétiques divergentes de celles du français standard. Il s'agit donc des sons franco-provençaux typiques. Et je mets l'accent sur le consonantisme et les consonnes franco-provençales typiques rencontrées dans les variétés conservatrices sont par exemple les affriqués ts et ch et dj, et aussi la palatale latérale lieu. Donc ici, quelques systèmes phonologiques. Là, c'est le parler que Jonathan a étudié, Saint-Martin-en-Haut. Là, on ne trouve pas ces consonnes que je viens de décrire comme typiques. Elles sont inexistantes dans cette variété du lyonnais. Et le système phonologique en général ressemble à celui du français standard. Moi-même, j'ai travaillé sur un parler pas loin de Saint-Martin-en-Haut. C'est le parler de Saint-Romain-en-Jarret avec le soutien de Jean-Baptiste. J'ai écrit mon mémoire de maîtrise sur la phonétique et la phonologie de ce parler, qui est aussi assez semblable au français standard pour les consonnes. Ici, un parler de la Savoie, c'est la description d'André Martinet. Et donc les consonnes franco-provençales typiques sont présentes là, parce que c'est une variété assez conservatrice. On a cette évolution du ts à la consonne th. Donc il y a un changement, mais c'est un changement qui fait une différence avec le français standard, et c'est une évolution connue dans beaucoup d'aires du franco-provençal. Maintenant, un parler du Valais. Aussi ici se trouvent les consonnes franco-provençales typiques dans ce parler. C'est aussi un parler très conservateur. Et à la fin, un parler du Piémont. Là, on trouve les affriqués. Donc, mes hypothèses sont les suivantes. Les consonnes franco-provençales typiques rencontrées dans les variétés conservatrices sont les affriqués et la palatale latérale. Les parlers franco-provençaux conservent à bien des égards des étapes antérieures de l'évolution phonétique du français. Et les consonnes ts ou th sont les résultats franco-provençaux attendus de l'évolution de CA latin
et pour la palatale latérale de la combinaison du nex CL latin. Ici, on rencontre dans certains parlers les consonnes ch et y. Elles sont dues à un contact prolongé avec le français. Les développements parallèles autonomes ne peuvent jamais être exclus, bien sûr, mais la clé de l'interprétation, je pense, réside dans la distribution spatiale. Donc mon but est d'établir un lien entre l'étude du contact des langues et la distribution spatiale de phénomènes présents dans les atlas linguistiques. Leur dialectométrisation promet une perspective complémentaire sur l'ampleur et le déroulement des changements dus au contact des langues. Donc, je vais étudier la pénétration du ch français. Cette aire oblongue particulière créée par la pénétration du ch français dans l'espace linguistique franco-provençal est découverte très tôt après la publication de l'Atlas linguistique de la France, et les chercheurs ont débattu de son origine. Noté en premier par Durafour, il suppose que cette francisation violente a été comme une vaste déchirure dans la trame du développement phonétique normal des dialectes du Sud-Est. Ici, c'est une carte de Pierre Gadet. On voit vraiment cette déchirure, cette aire qui suit la frontière entre l'occitan et le franco-provençal, qui vient du français, qui n'est pas une évolution de l'occitan et non plus du franco-provençal. C'est vraiment l'évolution du français qui entre dans le franco-provençal. Ici, on retrouve le même tracé dans les données de l'Atlas linguistique du Lyonnais. Et Gardet développe cette observation sur la base des cartes de l'Atlas linguistique du Lyonnais, la carte chantée. Et il dit, il apparaît ainsi dans la carte de notre Atlas linguistique du Lyonnais, du moins, le ch français est un remplaçant, il a pris la place d'un vaincu ou d'un disparu. Que ce disparu n'est pas le ts occitan, toujours en place sur sa frontière, qu'ils sont les phonèmes franco-provençaux trop divers qui ont reculé sans ordre jusqu'à la ligne actuelle de repli qui, elle, ne correspond à rien à l'arrêt provisoire du ch français. Aussi, Joknowitz a observé par rapport à cette aire, it is interesting that there's a finger-shaped area of sh just north of the isogloss. Perhaps this shows that a border area is more subject to the infiltration of standard forms. So, pour résumer, il dit que cette aire de limite, c'est vraiment une aire susceptible à cette infiltration des formes venant du français standard. Tuaillon, dans son livre de 2007, considère toutes les évolutions phonétiques de CA latin en franco-provençal et infère que ts est le résultat primitif. La présence de ch ne s'explique que par l'influence du français. Selon lui, deux facteurs seraient responsables pour cette présence le long de la limite entre le franco-provençal et l'occitan. Une grande fragilité des parlers due à la situation linguistique. Cela aurait favorisé l'adoption d'un son venant de la langue dominante, le français, et une présence de ville. Donc, du côté franco-provençal, un élément géographique semble avoir favorisé la généralisation de ce francisme phonétique. C'est la présence de villes tout le long de cette oblongue aire périphérique. Donc les villes sont Roanne, Montbrison, Saint-Étienne, Grenoble. Toutes ces villes ont été des centres de francisation. Ici, la carte de Tuaillon. Et donc, bon, on va pas très bien l'air. C'est ici l'air bleu avec le son ch
Et les autres l'air, ici c'est l'air verte avec le son feu, et il y a des airs en jaune qui ont conservé le son ts. Donc surtout en Valais par exemple, et aussi en Vallée d'Aoste, on a dans cette partie le son ts. Je viens à l'analyse dialectométrique. Donc les données viennent de la dialectrométrisation de l'ALF par Hans Goebel et son équipe. Et les cartes provenant de la dialectrométrisation, bien sûr, appartiennent à Hans Goebel. Il m'a donné son autorisation pour les utiliser pour la publication et pour ma présentation ici. Donc, ici, on a un point ALF qui se trouve dans cette aire de limite entre le franco-provençal et l'occitan. Donc, c'est le point symphorien-turquoise. Et cette carte similarité, c'est le nom de cette carte dialectométrique, montre, si on il faut choisir un point de référence, hein, c'est symphorien-turquoise ici, et les autres points sont comparés avec ce point-là, et donc on a une similarité avec ce point ou une dissimilarité. Et l'utilisation des couleurs, donc le rouge c'est le plus similaire et le bleu c'est le moins similaire à ce point-là. Donc on voit ici bien sûr il y a les points très similaires dans le domaine franco-provençal, mais des points aussi un petit peu similaires vont jusqu'à la Normandie. Hein. Donc là, il y a des similarités avec des palais ouïliques. On va regarder ça maintenant seulement pour le consonantisme, et c'est encore plus prononcé. Là, il y a vraiment des points similaires dans le centre du domaine d'Oil. Et donc, le consonantisme de cette zone-là, le consonantisme est très ouïlique. Hein. C'est pas un consonantisme typique franco-provençal. Donc, ici, dans l'aire franco-provençale, on trouve des points en jaune ou même en vert. Et les points dans le domaine d'Oil, ils montrent plus de similarité avec cette zone frontalière. Ici, c'est un autre point de référence, c'est un point artificiel, c'est Paris pour le français standard. Et on voit, c'est vraiment le français standard qui s'introduit ici entre les zones ou les aires franco-provençales et occitanes. Oui, merci. Ici, une autre carte qui montre le brassage ou le compromis linguistique, donc le contact entre les langues, et on voit que autour du franco-provençal, on trouve des zones de compromis, des zones de contact linguistique, qui n'est pas surprenant bien sûr, mais c'est présent dans les données de l'ALF, ici qu'on a une aire très mixte, avec beaucoup d'influences de plusieurs langues et bien sûr surtout du français standard. Donc je présente mes conclusions. Une comparaison des inventaires phonologiques de variétés franco-provençales nous a conduit à identifier des consonnes franco-provençales typiques. L'analyse de l'influence du français standard sur le système phonologique des variétés des monts du Lyonnais par un contact des langues intensif a révélé des différences remarquables dans leur consonantisme. On constate une perte de consonnes
franco-provençal typique, donc le tse et le ye. L'analyse dialectométrique confirme l'influence puissante du français sur la phonologie du franco-provençal dans cette région. Cette influence n'est pas due à un changement récent, puisqu'il est déjà bien documenté dans les données de l'ALF. Ces résultats indiquent qu'un changement dû à un contact des langues est survenu dans une situation diglossique. La langue dominée a changé sous la pression de la langue dominante. D'abord, probablement, ce changement a touché les locuteurs bilingues adultes qui ont fourni l'input pour l'acquisition du langage de la génération suivante. Le système phonologique se transforme par la perte des consonnes franco-provençales typiques. L'élément déclencheur pour ce changement est la situation sociolinguistique marquée par des contraintes d'adaptation fortes et constantes exercées par le français pendant plusieurs siècles. L'analyse phonologique de parlers locaux et des données géolinguistiques des atlas se complète lorsqu'il s'agit de découvrir l'ampleur et les conséquences du contact des langues. La dialectométrie fournit une perspective supplémentaire sur l'ampleur et le déroulement des changements dus au contact des langues. Merci beaucoup. Merci Marc-Olivier Enslin. Quelqu'un a des questions? Ou si quelqu'un a quelques commentaires ou réflexions, c'est le moment aussi. Est-ce qu'on peut poser aussi des questions à... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, alors. Oui, je trouvais très intéressant les résultats auxquels tu arrives concernant une très petite communauté d'immigrants au Canada. Je me demandais, est-ce qu'il y a déjà eu des études similaires par rapport au Val-d'Autun, par exemple, qui aurait immigré au Canada? Il doit y en avoir. Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire à l'avenir là-dessus? Ou qu'est-ce qui fait que tu t'es concentré sur Faeto, en fait? Bon, c'est une assez longue histoire de comment j'ai commencé à étudier le Faedar. Donc, je ne vais pas le rencontrer maintenant, peut-être au déjeuner. Mais c'est parce que j'avais beaucoup travaillé sur la phonologie et la morphologie de la variété in situ à Faeto que j'ai voulu faire la comparaison avec la variété au Canada. Il reste à faire comparaison avec d'autres variétés franco-provençales qui se trouvent, s'il y en a, qui se trouvent maintenant aux États-Unis, au Canada. Je crois qu'il y en a, mais je ne connais pas les locuteurs, je ne connais pas où les trouver. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des cousins, des oncles, des tantes qui se sont déménagés, dites-le moi, on va trouver quelqu'un pour faire le terrain parce que ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse. Ça serait très, très beau de comparer. Et je sais qu'il y a une équipe en Suisse, Anita Auer, et je ne sais pas encore avec qui elle travaille, qui veut faire une étude des langues de la Suisse, des immigrants partout dans le monde. Donc, ça va inclure le franco-provençal de la Suisse au Canada et en Californie, je crois. Mais c'est la seule chose que je peux vous dire maintenant. S'il y en a à Montréal, je vais vous le dire. D'accord, merci. D'autres questions? Est-ce qu'on a reçu quelque chose non, pas pour le moment. Je crois que les premières communications ont été très riches et très denses. Il faut donner un peu de temps aux personnes aussi qui nous suivent de loin pour ruminer et réélaborer éventuellement quelques réflexions. Le professeur Andrés Crestol, il est absent, malheureusement. Il n'a pas pu venir, donc on n'aura pas sa communication. Maintenant, le contexte change.
On voit des gens qui sont pas, qui sont hors réseau, qui sont peut-être un petit peu en réseau entre eux, mais là, tu parles aussi d'évolution. C'est une évolution peut-être en rupture. Et puis voilà, je suis en train d'essayer de voir. Donc c'est une question en fait plus à tous ou alors à vous deux. Est-ce que vous avez pensé à ça chacun en écoutant l'autre? Si j'ai bien compris, vous parlez d'une différence entre des changements internes et des changements externes, c'est ce que vous soulignez. Sinon, on va réfléchir. Donc, dans ce cas, si on a une évolution qui est tout à coup comme perturbée par un élément extérieur, et puis ensuite qui continue à l'interne. Et puis, dans le cas des néolocuteurs, on a, disons, au début, tu as parlé d'erreur linguistique, donc l'élément externe serait peut-être, on pourrait l'envisager comme une erreur linguistique d'abord, qui ensuite se cristallise dans un réseau, dans un nouveau réseau qui est le néo-réseau. Voilà. Et puis, tu parles d'évolution, comme toi, Marc, tu parles d'évolution. Il me semblait que ce n'était pas la même évolution, mais pas le même type d'évolution. Peut-être. Je parlais plutôt d'une. Non. Ouais, c'est vrai en fait, mais je crois que je parlais plutôt d'une évolution dans le sens que une variante se cristallise au sein d'une certaine communauté et adopte en fait une signification sociale, et ensuite cette signification peut se diffuser dans la communauté. Donc c'est un phénomène assez différent à ce que je crois Marc parlait. Ça répond à votre question, je crois? Un peu? Ok. Très bien. Oui, je suis d'accord. C'est une situation différente, mais quand même, je vois les parallèles aussi, hein, parce que c'est l'influence du français, hein, parce que les néolocuteurs ont comme langue maternelle le français, et dans mon cas, c'est le français qui a une influence sur les locuteurs qui ont comme langue maternelle le franco-provençal, hein. Mais quand même, c'est l'influence de français. Et après, il y a une évolution. S'il y a une deuxième génération de néolocuteurs, je ne sais pas si ça existe déjà, mais là aussi, des changements linguistiques se propagent. Hein, c'est ça. Et dans mon cas, ce n'est pas vraiment une évolution interne. D'abord, c'est externe. Hein, c'est l'influence de français. Et après, si c'est donné à la génération suivante, bien sûr, ça devient interne et ça évolue, hein. Mais pour moi, le résultat ou l'évolution primitive du son, des sons venant du CA latin, de cette combinaison-là, elle était... bon, on ne peut jamais dire qu'une évolution a vraiment atteint le dernier point, mais je pense que cette évolution, elle date d'un changement phonétique qui a été atteint depuis plusieurs siècles, le tse ou le the, par exemple. Et là, il y a sur cette évolution, il y a cette pénétration du che français. Donc c'est sur un sens, c'est sur un résultat qui a été déjà atteint, hein. Donc là, c'est pas une évolution interne qui a changé tse ou the en che, mais c'est vraiment la pression de la langue dominante qui a introduit un autre résultat, le résultat du français. Juste ici, deux mots. Je crois qu'il parle à peu près de la même chose, mais avec un décalage de 2 ou 3 siècles.
Dans un cas, c'est une évolution qui s'est produite il y a au minimum 2 ou 3 siècles, alors que là, il parle d'évolution en cours. Et quand cette évolution s'est faite, les langues régionales étaient très vivantes. Actuellement, les langues régionales ne sont pas très vivantes, seulement comme... Et moi, je pense qu'il faut insister sur une différence, sur la différence de la langue maternelle, parce que dans mon cas, c'est vraiment des gens qui avaient la pratique du patois du franco-provençal, que c'était leur langue maternelle. Ils ont changé leur langue maternelle pour adopter ce son du français. Et là, c'est une autre langue maternelle, c'est plutôt une étude du bilinguisme, mais du bilinguisme avec une langue seconde, hein, pas d'un bilinguisme par le début, acquis par les enfants, hein, parce que ce sont des adultes qui apprennent une deuxième langue, le franco-provençal par volonté, et là il y a bien sûr toujours des influences d'autres langues acquises et bien sûr de la langue maternelle du français. Merci. Je suis enseignante prêtée en ce moment à la politique, donc j'ai trouvé fort intéressant les trois communications que vous avez faites, et les recherches sont entrées vraiment dans le détail. J'ai essayé de faire une comparaison avec ce qui arrive en Vallée d'Aoste en ce moment. C'est très intéressant le discours que vous faites de influence extérieure et interne. Et nous sommes une région bilingue, italien-français, franco-provençal naturellement, mais je vois le franco-provençal assez pur, qui le parle assez pur. Bon, avec des influences naturellement, sûrement. Mais par exemple, dans le cas de che, tse, dze, nous les avons. Mais je vois, par contre, entre italien et français, je vois des influences énormes. Face à, par exemple, je dirais, à une... toujours plus forte aussi par les journalistes qui lisent les noms valdôtains, les noms des communes valdôtaines, par exemple Saint-Vincent, Saint-Christophe, Saint-Pierre, etc. Quart et Verres et Fénis, etc. Mais je reste sur les 100 parce que c'est un nom, c'est un son que nous avons soit dans le franco-provençal, soit en italien, soit en français, le 1, le 1, face à une influence extérieure qui est arrivée, et que, si nous voulons, les étrangers, c'était sang et c'était pas sain. Nous avons maintenant une influence intérieure, elle est passée, et même beaucoup de, je dirais, de patoisans et de francophones disent Saint-Vincent, Saint-Christophe. Je crois que c'est une réflexion que je fais, c'est vraiment, j'ai essayé de faire une comparaison, et me semble vraiment intéressant, me semble très intéressante les recherches que vous avez faites, parce que peuvent être employées aussi, pas seulement par des étrangers ou des valdôtains qui sont dans d'autres régions, ou d'Italiens dans d'autres régions, mais même dans notre région est en train d'arriver cette, disons, je ne sais pas si c'est une évolution, si nous pouvons l'appeler évolution ou involution, mais c'est très... Je lui ai vu vraiment des caractéristiques semblables. Donc merci. Je profite aussi pour remercier le Centre pour ces journées que je crois sont très techniques, c'est vrai, mais sont très intéressantes, et vous savez que je les ai soutenues, et je suis fortement convaincue que le Centre doit à nouveau retrouver son siège et pouvoir faire à nouveau des journées comme ça. Merci. Merci Chantal.
Oui, je pourrais juste ajouter une petite phrase à ce que tu viens de dire. En effet, et paradoxalement, c'est une langue très normée, le français. Donc, on a peut-être tendance à penser que c'est, disons, la faiblesse du franco-provençal qui fait que l'emprunt soit possible, la faiblesse de la structure ou l'insécurité linguistique des locuteurs. Après, on voit des phénomènes avec le français. Alors, vraiment, ouais. Il y a de quoi s'interroger. Alors, la dernière question? Non. Ben, ça ne va pas être capté par... ouais. Ou une simple petite remarque sur la... Enfin bon, je connais pas bien les dialectes lyonnais, mais quand même, il y a des enfin, je veux dire, il est resté des formes un peu archaïques. Par exemple, on parlait de cloche. Je crois qu'ils disent cloche ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est au même endroit? Est-ce que en fait ces évolutions, ces emprunts français peuvent coexister avec donc des archaïsmes qui vont rester et qu'on va presque plus trouver ailleurs? Je crois que ce hiaton, on va le retrouver un peu en Piémont, je crois, dans le Val Soana. Voilà, donc et finalement, je me demande, bon, pourquoi tout ça? Et finalement, est-ce que ce jeu qui est le jeu aussi, hein, qui sont arrivés comme ça, ne comblait pas une sorte de manque ou de trou ou de problème local, et que finalement ils ont pris le français parce que ça les arrangeait aussi pour mieux se comprendre entre eux, pourquoi pas? Alors qu'à côté de ça, ils ont pu conserver des formes anciennes. Et c'est pas ça qui a tué la langue, puisqu'en fait elle a encore duré plusieurs siècles jusqu'à maintenant. Merci. Non, je suis d'accord. Hein, il ne s'agit pas de dire que tous les sons sont venus du français. C'est pas le cas. Ça reste du franco-provençal. C'est juste dans cette évolution-là, c'est pas le résultat primitif qui est qu'on trouve encore, mais le son français. Donc là, dans ce cas, il y a une influence. Dans d'autres cas, il y a des archaïsmes ou des lexiques qui sont très franco-provençaux. Donc là, il n'y a pas toujours une influence sur le parler complet, mais dans ce phénomène que j'ai étudié, là, il y a, je pense, une influence sûre du français. Voilà, bon, si c'est tout, je crois que là, on peut interrompre un moment les travaux et prendre une petite pause café.